quand les chèvres arrivent aux trappes, même peu importe quelle heure qu'il est, même si on est fatigué, on dirait que t'oublies tout. Puis l'espèce de rush là, d'adrénaline revient. Tout le monde, il y a des chèvres aux trappes. Moi, ça va. Ouais, tout le monde avec sa frontale. C'est comme le début, il n'y a jamais rien qui a changé. C'est toujours aussi excitant que c'était avant. Puis ça, c'est la chose qu'on veut pas perdre. Good job, everybody. Depuis fort longtemps, Steve Côté se passionne pour un animal discret, la chèvre de montagne. Professeur, chercheur et homme de terrain, Steve Côté dirige depuis 1994 la seule étude à long terme au monde sur l'écologie et le comportement de cet ongulé peu connu. Chaque année, pendant plusieurs semaines, Steve se rend à quelques centaines de kilomètres au nord du parc national de Jasper, au cœur des Rocheuses albertaines. Quand je suis chez nous à Québec, puis je dis bon là, je prépare mes choses, je m'en vais en Alberta. J'ai pas juste la partie scientifique, il faut que je capture des chèvres, je les observe, qui m'animent. C'est certain que je me sens, c'est comme un deuxième chez moi. Puis le fait que ce soit pas aussi un endroit qui est facile, là, de venir ici, c'est pas comme s'en aller sur la plage avec des palmiers. Les conditions sont quand même assez rudes, mais quand on aime ce genre de vie-là, après c'est comme une drogue, on peut plus s'en passer. Avant de se rendre à la station d'observation dans les montagnes de Courage, Steve se ravitaille au village de Grande Cache pour être en mesure de survivre au sommet pendant au moins 2 semaines. Plus de 30 kilomètres de routes caoteuses et de sentiers escarpés séparent le village de Grande Cache de l'aire d'étude. C'est à plus de 2000 mètres d'altitude que Steve retrouve la population de chèvres de montagne de Courage. Ici, on est à l'extrémité ouest de l'aire d'étude. C'est l'endroit où les animaux vont passer à peu près 70 de leur temps. Donc, autant l'hiver que l'été, ils passent beaucoup de temps ici. C'est surtout l'endroit où les mâles vivent. Donc, pour les mâles, ils ont un domaine vital, donc une utilisation de l'espace qui est beaucoup plus petite. Là, ils utilisent à peu près 3-4 km², alors que les femelles, elles, sont beaucoup plus vulnérables aux prédateurs à cause des jeunes. Donc, vont bouger beaucoup plus, vont avoir un domaine vital qui est environ 10 fois plus grand que celui des mâles. À la fin du mois de mai, les femelles donnent habituellement naissance à un seul chevreau. Celui-ci restera avec sa mère pendant 1 an et même parfois jusqu'à 2 ans. Afin de déjouer leurs prédateurs, entre autres le grizzly, le loup et le cougar, les femelles se déplacent sur un territoire d'environ 30 km². La chèvre de montagne est un ongulé de la famille des bovidés. En Amérique du Nord, les populations de chèvres de montagne, dont l'abondance totale est estimée entre 75 000 et 110 000 individus, se retrouvent principalement en Colombie-Britannique et en Alaska. En Alberta, au cours du 20e siècle, la chèvre de montagne connaît un déclin d'abondance préoccupant. Le gouvernement décide donc, en 1988, d'interdire la chasse et de mettre en place un plan de gestion. L'étude des chèvres de Courage va permettre de mieux comprendre leurs habitudes de vie et leur dynamique. C'est un projet essentiellement qui va étudier les effets de la variation individuelle, donc la contribution de chaque individu à l'ensemble de cette population-là. Donc ça, c'est l'espèce d'objectif global. Et pour faire ça, la meilleure façon, c'est d'utiliser une étude qu'on appelle longitudinale, donc avec des individus marqués, qu'on va suivre de façon longitudinale du moment de la naissance ou le plus tôt possible jusqu'au moment de la mort. Le 4, c'est à la slip, une plus basse, mais il y en a une dans le bassin, juste là. Ah, ben oui, on le voit à l'œil nu, là. Ah, il y a une femelle juste là, on a une grosse chèvre. Pour le projet, la façon qu'on fonctionne, c'est que même si je suis là à chaque année, il y a beaucoup d'étudiants gradués qui vont se greffer à ce projet-là. Donc, j'ai des étudiants à la maîtrise ou au doctorat, puis aussi des assistants d'été, donc des gens qui font leur bac. Et la première chose qu'il faut faire, je leur dis,
Les premières semaines, il faut marcher, aller le plus d'endroits possible, essayer de s'imprégner de l'aire d'étude, trouver les habitats où les animaux sont et aussi s'asseoir pendant les longues heures et regarder les animaux juste pour développer un peu leur répertoire comportemental, savoir qu'est-ce qu'ils font. Nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est comment la chèvre occupe son temps, en fait, dans une journée et tout au long de l'été et aussi parfois à d'autres périodes de l'année. Ils doivent allouer une partie de leur temps à l'alimentation, au repos, à la vigilance. Donc, c'est de connaître les différences entre les sexes, entre les âges. Tout le long où je vais observer les chèvres, j'ai récolté toutes les observations d'interaction entre individus qui vont permettre d'établir qui est plus dominant qu'un autre et ainsi de connaître la hiérarchie de dominance dans la population. Et puisqu'on a des individus qui sont marqués, bien, ça nous permet d'avoir une bonne idée selon justement ces différentes catégories d'individus. Chez les chèvres de montagne, c'est une espèce qui est assez sensible au dérangement. Et donc, si on la compare à d'autres espèces des milieux alpins ou d'autres ongulés, comme le caribou, par exemple, ou le mouflon, ça n'a rien à voir. Les chèvres sont beaucoup moins tolérantes à la présence des humains sous toutes ses formes. Donc, ça commence avec les travaux qu'on fait sur le terrain. On peut les approcher des distances beaucoup moins proches que les caribous. Et le mouflon, bien là, c'est incroyable. Les mouflons peuvent être approchés très proches. 344, 278, Donc, habituellement, c'est relativement tranquille. Ils vont s'alimenter pendant 1h30 à peu près à ce temps-ci de l'année avant d'aller dans une période où ils vont se coucher pour ruminer. Puis à l'occasion, il arrive des comportements agressifs. Regarde là, il y a une belle interaction. Il y a 160 qui vient de déplacer 2,97 qui n'est pas contente. Donc on voit qu'ils sont encore, on appelle ça un combat circulaire. Là, 2,97 a gardé son endroit. Donc elle était couchée, elle s'est levée pour battre l'autre et là, elle va se recoucher probablement. Et voilà, elle est recouchée. Pour différencier les chèvres, l'équipe doit les capturer et les marquer. Mais comment capturer une chèvre qui s'enfuit dès qu'elle aperçoit ne serait-ce que l'ombre d'un humain à 2 km à la ronde? Au printemps, les chèvres sortent d'une période de disette hivernale sévère. Elles mangent des pousses de végétation verte gorgées d'eau, ce qui entraîne un manque de sodium dans leur organisme. Les minéraux étant limités dans la toundra alpine, elles n'hésiteront pas à marcher plusieurs kilomètres pour se procurer le sel qui leur fait cruellement défaut. C'est précisément ce manque de sodium qui va permettre à Steve Côté et à son équipe de les capturer. À proximité du campement, 8 trappes contenant d'alléchants blocs de sel attendent nos grimpeuses. Ici, c'est le point d'observation pour observer les trappes. En fait, les trappes sont là-bas à environ une centaine de mètres. Puis aujourd'hui, on vient du terrain il y a environ 30 minutes. Puis on a vu des chèvres, un groupe de 22 qui vont sans doute venir aux trappes, soit ce soir ou demain matin. En fait, on les attend, c'est presque assuré. Là, on les a vus descendre de Big Ridge, qui est la montagne la plus proche. Puis on serait là aux 30 minutes ici pour venir s'assurer que les chèvres ne sont pas arrivés. Pour les tours de trappe, le matin, on va y aller par rotation. Donc, à chaque matin, une personne va se lever, va aller vérifier s'il y a des chèvres aux trappes. Sinon, ben, c'est la prochaine personne qui va y aller une demi-heure plus tard, ainsi de suite jusqu'à 8 h du matin, où là, on va se lever pour déjeuner puis partir pour la journée. Le matin où il y a des chèvres aux trappes, là, le monde arrête de tourner. OK, tout le monde, chèvre aux trappes? Quand quelqu'un arrive en disant qu'il y a des chèvres aux trappes,
Tout de suite, c'est instantané. Tout le monde doit se réveiller et être habillé en dedans de 2 minutes. Et on se dirige vers le blind, donc la cachette où on peut observer les animaux. L'équipe tient des relevés annuels de chacune des 159 chèvres du troupeau afin de mieux comprendre les variations individuelles. Les nouvelles chèvres doivent être capturées et marquées. Les individus déjà marqués sont aussi capturés une nouvelle fois entre l'âge de 2 et 4 ans pour installer des marques plus grandes et suivre leur croissance. On procède avec minutie, car les chèvres sont extrêmement craintives et elles risquent de s'enfuir au moindre bruit suspect. Donc, entre les trappes de bois, on a aussi un système de balance. OK, on a 171 sur la 2. Donc, c'est très utile parce que ça nous permet de peser les animaux, d'avoir les données de masse qui sont super importantes, sans être obligé de manipuler les animaux. OK, elle vient de se faire remplacer. Maintenant, c'est 2,68 sur la 2. Et lorsqu'on sait que les mâles ne se présentent habituellement aux trappes qu'une seule fois par année, on comprend aisément la fébrilité qui anime l'équipe. Et Alex, pour 59, tu approches de la 5, tourne le bord, tu prépares la 5. OK, la 5 est prête. Un peu. Je prépare la 2. Oui. Shoot la 2. L'agressivité des chèvres pourrait s'avérer dangereuse. C'est pourquoi elles sont d'abord endormies avant d'être manipulées. Les chèvres de montagne, c'est une espèce qui est très agressive. Ils vont avoir 4 à 5 combats par heure, par individu. Et c'est un élément qui m'a intéressé dès le début. Et en fait, quand j'ai commencé à mes tout débuts, c'était la question qui m'intéressait le plus. Ces animaux-là étaient très agressifs et on ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi une chèvre est-elle dominante ou soumise? Est-ce dû à la grosseur de ses cornes, à sa masse, à son âge? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, l'équipe effectue plusieurs mesures et prélèvements. Tu marqueras qu'un collier. J'ai déjà marqué la fréquence, c'est 150-981. Collier brun. Donc avec ce collier-là, on est capable de savoir partout où il est. Ça nous permet, sur les mâles qui sont jeunes comme ça, lui il a 3 ans, de savoir ceux qui vont disperser en dehors de l'aire d'étude. La longueur de la corne gauche, 213. Donc on mesure toujours les cornes pour... Ça peut être important pour les comportements agressifs, c'est important dans la reproduction. 11,5. 11,5. Donc ici, on prend une empreinte des dents. Puis on est capable de mesurer la largeur de la bouche puis la profondeur aussi pour estimer la taille des bouchées sur la végétation. C'est bien beau. On ne touche pas. OK, on descend. 136,5. 136,5. Excellent. Au début, quand on a commencé, il y a 15 ans, on capturait tout le monde. Et peu importe l'âge de l'animal au moment de la capture. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a trouvé qu'il y avait des gros effets des captures en bas âge. Donc, si on capture un chevreau, bien, il y a un risque d'abandon qui est important. Donc, la mère peut l'abandonner et à ce moment-là, bien, premièrement, on cause un problème éthique. On ne veut pas avoir des impacts négatifs sur les animaux. Puis en plus, bien, ça cause un impact pour nos données aussi de succès reproducteur parce qu'on veut suivre l'individu du moment de la naissance jusqu'à la mort. Donc la femelle, on n'y touche pas, elle n'est pas droguée dans la trappe. On va ouvrir la trappe, laisser la femelle partir. Aussitôt que la femelle va être partie, on va laisser aller l'individu d'un an, là, le yearling, juste derrière elle, une fois qu'il a vu ses fesses. Donc, il va pouvoir focusser sur la mère et courir avec elle. Et comme ça, il va prendre le bon terrain de fuite, le bon sentier pour se sauver, puis être en sécurité. Au bout de 4 heures de travail, après un réveil plutôt brutal, c'est enfin l'heure d'un premier café et d'un petit déjeuner bien mérité.
Ben, c'est sûr que d'être ici sur les montagnes à 2000 mètres d'altitude, bon, c'est sûr que c'est pas le gros confort. Il y a plein de gens qui pourraient pas supporter ça, mais bon, ça, on le sent en partant, puis on est prêt à l'accepter puis à vivre avec. Ici, on n'a pas d'électricité. On fonctionne avec une génératrice quand on peut, puis on recharge des batteries, on s'arrange. Donc, je trouve qu'on est quand même très bien organisé dans le sens que le petit chalet, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, je crois, là. On n'a pas vraiment de congé, là. On travaille pas mal tout le temps. Mais en général, on descend en ville à tous les 2 semaines. 2-3 semaines là, pour bon, faire l'essentiel, se laver, faire du lavage, faire les courses, faire les provisions de nourriture. Travailler d'une noirceur à l'autre, dans des conditions parfois difficiles, tel est le prix à payer pour mieux comprendre ces bêtes. Alors que la saison avance rapidement, le temps presse. Steve et son équipe réussiront-ils à recueillir à temps toutes les données nécessaires? Aujourd'hui, 23 juin, il est tombé 5 cm de neige et aucune chèvre ne s'est présentée aux trappes. Le temps presse, car d'ici 2 semaines, elles ne fréquenteront presque plus les trappes, leurs besoins en sodium étant essentiellement comblés jusqu'au printemps prochain. Ce matin, on n'a pas eu de chèvre aux trappes, mais on est quand même déjà rendu à 19 ou 20 captures. Mais là, on est pas mal dans le meilleur temps pour les captures, donc je suis confiant que d'ici la fin de la semaine, on devrait remonter là, autour des nombres qu'on a habituellement, là, entre 30 et 35. En biologie, je suis pas le seul. On est plusieurs à aimer cet aspect un peu aventure et aussi tout ce qui a trait justement à comprendre davantage une espèce en particulier pour des mesures de conservation, mieux la gérer, mais aussi pousser un peu plus loin notre niveau de connaissance, pas juste chez la chèvre de montagne, mais dans notre compréhension des phénomènes au niveau de l'évolution de l'écologie. Beaucoup d'écologistes, et moi j'en suis un de ceux-là, on s'intéresse vraiment aux applications de ce qu'on fait aussi. Parce que c'est pas juste accumuler des connaissances pour accumuler des connaissances, mais on veut que ça serve à quelque chose. Et dans le cas de Car-Ridge, c'est un très bel exemple d'une étude fondamentale et appliquée parce que l'ensemble des recherches qu'on fait sur les stratégies de reproduction sont à la base du nouveau plan de gestion sur les chèvres de montagne en Alberta. Une étude comme Car-Ridge a permis de mieux comprendre pourquoi ces populations-là étaient en déclin. Entre autres, on a découvert que l'âge de la première reproduction des femelles était presque de 5 ans, alors qu'il devrait être d'à peu près 2 ans chez une espèce de cette masse-là. On a découvert que la survie des jeunes était quand même assez faible. On parle de 50-55 % par année. Et le développement est aussi long. Les femelles adultes, chez la plupart des espèces, vont atteindre la masse totale adulte à 2 ans, 3 ans maximum, peut-être 4. Chez les chèvres, ils atteignent seulement cette masse-là vers l'âge de 7 ans. Donc, avec ces données-là, bien, on est capable de prédire la dynamique de la population de Car-Ridge. Donc là, le nouveau plan de gestion est basé presque exclusivement sur des mesures qui ont été prises à Car-Ridge. Et là, on a un plan de gestion qui est beaucoup plus conservateur qu'avant. Depuis la mise en place du plan de gestion au début des années 2000, la population de chèvres de montagne en Alberta est passée de 1550 à environ 2300 individus. Et ce, même si depuis 2001, la chasse est de nouveau autorisée dans certains secteurs. Lorsque l'étude des chèvres de Car-Ridge a commencé au début des années 90, le troupeau comptait 76 individus. En 2008, il a plus que doublé. Maintenant, pour moi, je vois pas du tout la fin de ce projet-là parce que au niveau personnel, c'est vraiment important de venir ici, mais au niveau scientifique, c'est un projet maintenant qui est encore beaucoup mieux ancré qu'il était à l'époque.
Puis avec 15-18 ans de données, bien, je peux poser des questions que presque personne d'autre peut poser parce que justement, il faut être capable d'avoir des animaux marqués pendant 15 ans pour répondre à ces questions-là. Le seul petit problème qui plane sur l'aire d'étude et qui a presque toujours existé, c'est qu'on est dans une zone de charbon. Et puis, il y a une mine de charbon qui est tout près. Donc, elle est rendue maintenant environ à 4 km de la cabane. Donc, pour moi, ça a toujours été une inquiétude. Et tant qu'on va exploiter des mines de charbon à ciel ouvert, puis on n'utilisera pas d'autres énergies plus renouvelables, ça va toujours rester une menace. Après toutes ces années passées à observer les chèvres de Carr Ridge, Steve connaît chaque individu par son nom, ou plutôt par son numéro. À l'exception de 2 chèvres, toutes sont nées après le début de son étude. C'est clair qu'il y a des animaux pour lesquels on a plus d'anecdotes et ça devient un peu, pas comme nos chats et nos chiens, mais un peu proche quand même parce qu'on connaît leur histoire. Et pour moi, celles qui ont le plus d'histoire, c'est celles que j'ai vues dès le début. Comme quand j'ai commencé comme étudiant à maîtrise, il y en a plusieurs que j'ai marquées quand ils étaient bébés. J'ai vu naître, il y en a beaucoup de femelles qu'on voit à la naissance. Et là, ben, je les vois pendant toute leur vie. Aujourd'hui, ils sont rendus sénescentes, donc ils sont rendus vieilles. Là, j'ai des vieilles femelles. Il en reste seulement 2 qui sont là depuis le moment où j'ai commencé, qui ont une de 17 ans, puis l'autre a 15 ans. J'en ai une, par exemple, celle qui est la plus vieille, là, qui est une de mes préférées, qui est le numéro 106, où j'ai une photo avec elle la première année que j'étais là, dans le temps que j'avais plein de cheveux. Donc, c'est sûr, quand je la vois hier, par exemple, sur le terrain, je l'ai vue pendant un bout de temps, son collier est tout déchiré, puis je veux pas la capturer pour y remplacer parce que, bon, des fois qu'il arriverait quelque chose pendant la capture, c'est sûr que ça serait plus difficile qu'une autre chèvre que je connais pas. C'est des souvenirs qui sont importants pour moi et je me rappelle, et je peux reculer 15-20 ans de ma vie et de voir toutes les choses qui ont changé. Bien, j'ai toujours quelque chose à me raccrocher à Carr Ridge parce qu'il n'y a jamais une année où je ne suis pas allé.